Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Emma Foster s'immobilisa dans le couloir, tenant toujours son seau de ménage. À quelques pas, elle vit un garçon assis par terre, serrant ses genoux, se balançant d'avant en arrière. Ses yeux étaient grands ouverts, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Les gens s'écartaient. Personne ne lui adressait la parole. Il fait une nouvelle crise, murmura une femme au téléphone. La nounou est-elle déjà là? Marmonna un manager. Ne vous approchez pas trop, avertit un garde de sécurité tendu. À cet instant, James Hartley vit la scène sur les caméras de surveillance. C'était son fils dans le hall, en pleine crise. Seul, il laissa tout tomber, sortit précipitamment de son bureau, ignorant son assistante qui l'appelait par son nom, et appuya 3 fois sur le bouton de l'ascenseur. Quand celui-ci n'arriva pas, il dévala les escaliers, le cœur battant. Mais Emma n'hésita pas. Elle s'assit par terre près du garçon. Elle ne le toucha pas. Elle ne parla pas. Elle se contenta de dézipper la poche de son tablier et en sortit une petite bouteille de savon à vaisselle presque vide. Elle y ajouta un peu d'eau, et souffla une bulle. Puis une autre, et encore une autre. Le garçon cessa de se balancer. Sa respiration ralentit. Ses yeux paniqués suivirent une bulle douce et silencieuse qui flottait dans l'air. C'est alors que James, épuisé et essoufflé, arriva dans le hall et s'arrêta net. Là, au centre du couloir, son fils était calme, assis par terre, observant silencieusement les bulles de savon danser dans l'air. Et devant lui, une femme qu'il n'avait jamais vue, portant des vêtements de ménage, les cheveux relevés avec un stylo, soufflait une autre bulle avec une concentration silencieuse. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Liam, son fils, ne pleurait ni ne criait. Il regardait simplement. James cligna des yeux, stupéfait. Il connaissait les signes d'une crise majeure, et il savait aussi à quel point il était rare qu'elle s'arrête sans aide professionnelle. « Monsieur Hartley » murmura un garde de sécurité en le remarquant. James leva une main pour demander le silence. Emma, inconsciente de ce qui se passait autour d'elle, resta assise, soufflant de petites bulles une à une, comme si chacune avait un but. Liam la regarda. Ses épaules s'abaissèrent. Il tendit la main pour toucher une bulle. Quand elle éclata doucement contre son doigt, il laissa échapper un petit rire presque silencieux. Emma sourit aussi, réalisant seulement alors que quelqu'un se tenait derrière elle. Elle se tourna lentement et se figea en voyant le PDG de l'entreprise, grand, sérieux, vêtu d'un costume sombre impeccable, avec des yeux intenses. James se tenait à quelques pas, l'observant avec une expression indéchiffrable. « Je suis désolé, » dit rapidement Emma, se levant. « Je pensais qu'il avait besoin d'aide. Personne ne faisait rien, et je ne l'ai pas touché. J'ai juste soufflé des bulles. » James regarda son fils, puis elle. « D'habitude, il lui faut des heures pour se calmer, » dit-il doucement. « Vous l'avez fait en 2 minutes. » « C'est lui qui s'est calmé, » répondit Emma, ajustant son tablier. « Je suis juste resté à côté. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. » Liam les regardait maintenant tous les deux, curieux. Ses yeux étaient encore humides, mais il semblait pleinement présent. James s'approcha, s'agenouilla doucement et demanda à son fils. « Ça va maintenant ?» Liam hocha la tête. « C'était elle, » murmura-t-il. « La dame des bulles. Emma saw it. Ouais, c'est mon super pouvoir. Les bulles et les déboucheurs. Ça marche à chaque fois. » James se leva lentement, les yeux toujours posés sur elle. « Vous travaillez ici comme femme de ménage? » « Oui, externalisée. Équipe du matin. 3 mois ici. Beaucoup de café, pas d'augmentation, » dit-elle, essayant de cacher sa nervosité avec une touche d'humour. « Comment vous appelez-vous? » Emma Foster. James tendit la main. « James Hartley. »« Ouais, je m'en doutais. Votre visage est sur les murs, les badges de sécurité, le site web, les ascenseurs, à peu près partout sauf sur le papier toilette. » Il esquissa presque un sourire. « J'aimerais vous parler, mademoiselle Foster. Voulez-vous venir dans mon bureau ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Écoutez, je jure que je n'ai pas appris de magie à votre fils ni lui donné de bonbons. C'était juste du savon. » James fit un léger signe au garde de sécurité. Liam, voyant Emma s'éloigner, tendit la main et dit « Reviens. » Elle laissa croupite. « Si tu veux plus de bulles, je apporterai une bouteille parfumée au citron demain, mais seulement si tu promets de sourire plus d'une fois. » Les garçons sourient. James observa en silence. Une fois dans l'ascenseur, Emma prit une profonde inspiration. Juste par curiosité. « Vais-je être licencié ?»« Je n'ai pas encore décidé, » répondit James alors que les portes se refermaient. L'ascenseur monta dans un silence total. Emma regardait les chiffres clignoter. À chaque étage qui passait, son anxiété grandissait. Elle n'était jamais montée plus haut que le 3e étage, où se trouvaient les toilettes qu'elle nettoyait tous les matins. « Respire, Emma » murmura-t-elle pour elle-même,
ajustant une mèche de cheveux qui s'était échappée de sa queue de cheval improvisée. Quand les portes s'ouvrirent au 25 étage, elle faillit s'étouffer. Le bureau de James Hartley occupait tout l'étage. Des fenêtres du sol au plafond montraient Chicago s'étendant jusqu'à l'horizon. Mobilier en bois sombre, peintures abstraites coûteuses, et un silence qui coûtait probablement plus que son salaire annuel. « Asseyez-vous, je vous en prie », dit James, désignant un des fauteuils en cuir devant son bureau. Emma s'assit au bord du siège, comme prête à s'enfuir à tout moment. Ses mains moites serraient le chiffon de ménage qu'elle avait oublié dans sa poche. « Monsieur Hartley, je peux expliquer. Je sais que je n'aurais pas dû m'impliquer, mais le garçon était mademoiselle Foster », l'interrompit-il en s'asseyant derrière le bureau. « Avez-vous des enfants ?» La question l'a pris au dépourvu. « Non, monsieur. Je suis célibataire. Pas d'enfants, pas de petite amie, pas de projet qui dure plus de 2 semaines. » James esquissa presque un sourire face à son honnêteté brutale. « Liam, mon fils, a 7 ans. Il a perdu sa mère il y a 2 ans dans un accident de voiture. Depuis, il a des épisodes d'instabilité émotionnelle, des crises d'angoisse, des attaques de panique. Nous avons vu 5 thérapeutes, 3 nounous spécialisés, et 2 médecins. Rien n'a fonctionné comme ce que vous avez fait aujourd'hui. » Emma cligna des yeux, assimilant ses paroles. « Monsieur, j'ai juste soufflé des bulles. Ce n'était rien de scientifique. »« Exactement, » dit James, se levant et marchant vers la fenêtre. « Les experts essaient d'analyser, de diagnostiquer, de médicamenter. Vous êtes simplement apparu. » Emma bougea sur son siège, mal à l'aise. « Écoutez, je suis désolé pour votre perte. Ça doit être terrible pour un enfant. Mais si vous pensez à me promouvoir nounou, je ne parle pas d'une promotion, » l'interrompit James, se tournant vers elle. « Je parle d'une autre proposition. » « Quel genre de proposition ?» James prit une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à sauter d'une falaise. « Je veux que vous passiez quelques heures par semaine avec Liam. Pas comme nounou, pas comme thérapeute, juste comme vous, la personne qui a réussi à le calmer avec des bulles de savon. » Et Marie, un rire sincère qui résonna dans le bureau silencieux. « Vous plaisantez, n'est-ce pas? Vous voulez que moi, une femme de ménage qui arrive à peine à prendre soin d'elle-même, m'occupe de votre fils? Pas vous occuper de lui, juste être avec lui. Monsieur Hartley, avec tout le respect que je vous dois, c'est l'idée la plus folle que j'ai jamais entendue. Vous ne me connaissez même pas. Je pourrais être une personne horrible. Je pourrais lui apprendre des gros mots, le laisser manger des bonbons au petit déjeuner, ou regarder des films d'horreur. Feriez-vous cela? Bien sûr que non. Mais vous ne le savez pas. » James s'approcha du bureau, posant ses mains sur la surface en acajou poli. « Mademoiselle Foster, j'ai vu la façon dont vous avez regardé mon fils. Il n'y avait ni pitié, ni peur, ni impatience. Il y avait de la gentillesse. Et pour la première fois en 2 ans, j'ai vu Liam sourire. Vraiment sourire. » Emma sentit sa poitrine se serrer. Elle se leva du fauteuil et marcha vers la fenêtre. « Vous ne comprenez pas. Je nettoie des toilettes à 5 heures du matin. Je vis dans un appartement d'une pièce avec 2 cafards que j'ai nommés Bob et Sally. Mon idée d'un dîner chic, c'est des nouilles instantanées avec un œuf. Je n'ai rien en commun avec vous. » « Peut-être que c'est exactement ce dont Liam a besoin, » murmura James. Avant qu'Emma ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Liam entra en courant, suivi d'une femme en tailleur bleu qui semblait affolée. « Je suis désolé, monsieur Hartley. Il m'a échappé quand j'ai ouvert la portière de la voiture, » dit la femme, clairement une nounou ou une assistante. Liam ignora tout le monde et courut directement vers Emma. « Dames bouilles. Tu es revenu. » Emma s'agenouilla instinctivement, croisant les yeux du garçon. « Salut, champion, comment vas-tu? »« Mieux. Clara a dit que tu partais pour toujours. C'est vrai ?» Emma jeta un coup d'œil à James par-dessus la tête de Liam. Le PDG observait l'échange avec une expression intense. « Eh bien, ton père et moi étions justement en train de parler de ça. »« Papa ?» Liam se tourna vers James, les yeux brillants. « Peut-elle rester, s'il te plaît? Elle fait des bulles et ne crie pas quand je suis triste. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Emma sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Liam, dit doucement James. Mademoiselle Emma a son travail, et nous ne pouvons pas. »« Je peux venir les mercredis et samedis, » interrompit Emma, se surprenant elle-même. 2 heures chaque jour, mais j'ai des conditions. James haussa les sourcils. « Des conditions? Premièrement, pas de nounou qui me surveille ou me donne des instructions. Si vous ne me faites pas confiance, mieux vaut ne pas commencer. »« D'accord, » dit immédiatement James. « Deuxième condition, pas de caméra ni d'enregistrement. Liam doit se sentir libre d'être un enfant, pas une partie d'une expérience. » James hésita un moment, puis hocha la tête. « Troisièmement, je ne suis ni thérapeute, ni psychologue, ni experte. Je suis juste une personne ordinaire. Si vous attendez des miracles, vous serez déçus. »« Et la 4e condition ? » demanda James. Emma sourit,
regardant Liam. S'il ne veut plus de moi, je partirai. Pas de drame, pas d'explication. C'est toujours sa décision. Je te veux. Dit immédiatement Liam. Vraiment. James s'approcha et tendit la main à Emma. Alors, nous avons un accord, mademoiselle Foster. Emma serra sa main, sentant la fermeté de sa poigne, et l'honnêteté dans ses yeux. Appelez-moi juste Emma. Et pour info, je pense toujours que vous êtes tous un peu fous. Liam rit et tapa des mains. Papa, elle a dit qu'elle est aussi folle que nous. James sourit, un vrai sourire qui transforma complètement son visage. Non. Liam. Déter. Nous sommes les fous. Elle est la raisonnable ici. Oh, je ne sais pas, dit Emma, prenant la main de Liam. Une personne raisonnable n'accepterait pas de s'occuper d'un enfant qu'elle vient de rencontrer. Je pense que nous sommes officiellement entrés dans le royaume de la folie partagée. Et pour la première fois depuis longtemps, le bureau du PDG de Hartley Tech fut rempli du son du rire. Le lendemain, Emma s'arrêta devant l'immeuble résidentiel le plus impressionnant qu'elle ait jamais vu. 40 étages de verre et d'acier s'élevaient comme une tour de cristal au cœur de Chicago. Le portier, vêtu d'un uniforme qui coûtait probablement plus cher que toute sa garde-robe, la regarda avec suspicion. « Bonjour. Je suis ici pour voir Liam Hartley, dit-elle, essayant de paraître confiante. Nom complet et pièce d'identité, s'il vous plaît. Emma Foster, et voici ma carte d'identité, répondit-elle, tendant un document un peu usé. Le portier tapa quelque chose sur une tablette élégante, fronçant les sourcils. Vous n'êtes pas sur la liste des invités. Écoutez, je sais que j'ai l'air suspecte avec une tenue de lundi à mercredi, mais monsieur James Hartley m'a engagé pour passer du temps avec Liam. Une sorte de baby-sitter, mais pas exactement. Un instant. Après quelques minutes d'appels téléphoniques chuchotés et de regards douteux, Emma fut enfin autorisée à entrer. L'ascenseur privé menant au dernier étage avait des boutons dorés, et des miroirs partout. Elle vit son reflet se répéter à l'infini à l'intérieur. Je n'ai clairement pas ma place ici, murmura-t-elle pour elle-même. Quand les portes s'ouvrirent directement dans le penthouse, Emma se figea. L'appartement était plus grand que tout l'immeuble où elle vivait. Au plafond, décor minimaliste, nuances de gris et de blanc, et des œuvres d'art qui coûtaient probablement plus qu'elle ne pourrait gagner en 10 vies. Wow! Cet endroit ressemble à un musée, dit-elle à haute voix sans s'en rendre compte. Vous devez être Emma. Elle se tourna pour voir une femme élégante, d'âge moyen, avec ses cheveux en un chignon parfait et une expression sérieuse. Je suis Hélène, la gouvernante. Monsieur Hartley a dû sortir pour une réunion d'urgence, mais Liam est dans sa chambre. D'accord. Et où est sa chambre dans cette petite ville? Hélène désigna un couloir qui semblait s'étendre à l'infini. Troisième porte à gauche. Attention au robot aspirateur. Il est sensible au mouvement. Emma marcha dans le couloir, admirant les tableaux sur les murs. Soudain, une petite chose ronde sortit de derrière une plante, émettant des bruits mécaniques. Elle sursauta, trébuchant sur ses propres pieds. « C'est quoi ce truc » cria-t-elle presque. Le petit robot s'arrêta, émit quelques bips, et reprit son nettoyage silencieux. « C'est juste Rover, le robot aspirateur, » dit Liam, apparaissant à la porte de sa chambre avec un sourire timide. « Il ne mord pas. Saloute, champion. Wow, tu m'as fait peur. Je pensais que c'était une sorte d'alien ou quelque chose comme ça, » dit Emma, reprenant encore son souffle. Liam rit, un son doux qui résonna dans le couloir vide. « Tu veux voir ma chambre ?» Bien sûr. La chambre de Liam était de la taille de tout l'appartement d'Emma. Un lit en forme de voiture de course, des étagères remplies de livres et de jouets codés par couleur, soigneusement rangés comme dans une salle d'exposition. Tout était parfait. Tout était froid. Waouh, Liam. Ta chambre est incroyable, mais où est le désordre? Des chaussettes sales par terre, des jouets partout. Hélène remet toujours tout en place, dit-il en haussant les épaules. Yeah voice. Et ça te plaît comme ça? Liam marqua une pause, regardant autour de lui. Parfois, j'aimerais que ça ressemble plus à une vraie chambre. Emma s'assit sur le lit et tapota la place à côté d'elle. Viens ici. Parlons de ça. Mais d'abord, elle sortit une petite bouteille de Bulle de sa poche. Une promesse est une promesse. Bulle parfumée au citron. Les yeux de Liam s'illuminèrent. Il s'assit à côté d'elle, et ensemble, ils commencèrent à souffler des bulles. Certaines petites, d'autres grandes, et paresseuses, flottant autour de la pièce. Tu sais ce qui manque ici? Demanda Emma. Quoi? De la musique. Chaque pièce a besoin d'une bande-son. Elle sortit son téléphone, et joua une chanson douce et apaisante. Pour la première fois depuis son arrivée, Liam laissa ses épaules se détendre. Voilà qui est mieux, dit Emma. Et si on faisait quelque chose de différent? Comme quoi? Organisons un pique-nique ici même, sur le sol. Mais on n'a pas de nourriture. Qui a dit qu'un pique-nique a besoin de vraie nourriture? Emma se leva et commença à tirer les coussins du lit, les étalant sur le tapis. Les pique-niques imaginaires sont bien meilleurs. Tu peux choisir ce que tu veux manger. Liam se joignit à elle, s'asseyant par terre.
Je veux une pizza au chocolat avec une glace de frites. Burke, c'est délicieusement dégoûtant, rit Emma. Moi, je veux un sandwich de nuages avec du jus d'arc-en-ciel. Ils passèrent les minutes suivantes à manger les choses les plus ridicules qu'ils pouvaient imaginer, riant des combinaisons folles. Liam parla de l'école, de camarades qui ne comprenaient pas pourquoi il se sentait parfois triste sans raison. Emma écouta attentivement, posant des questions simples et offrant des câlins quand il en avait besoin. Depuis le couloir, caché derrière une porte légèrement entr'ouverte, James observait. Il était rentré tôt d'une réunion et trouva son fils véritablement heureux pour la première fois depuis des mois. Un sourire lent se répandit sur son visage en écoutant les rires venant de la pièce. Quelle scène touchante! La voix froide derrière lui le fit se retourner. Sophia Langston, la marraine de Liam et l'une des mondaines les plus influentes de Chicago, se tenait dans le couloir, son expression pleine de dédain. « Sophia, je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. Clairement, sinon tu n'aurais pas laissé cette femme seule avec Liam. » La mâchoire de James se serra. « Emma est ici parce que je le lui ai demandé. James, mon cher, je sais que tu traverses une période difficile, mais engager une femme de ménage pour s'occuper de Liam, c'est de la folie. Ce n'est pas une femme de ménage engagée pour s'occuper de lui. Elle est quoi? Ta nouvelle petite amie? » Sophia laissa échapper un rire dur et désagréable. « S'il te plaît, James. Cette femme est clairement après ton argent. C'est le plus vieux tour du livre. » Le rire de Liam résonna dans le couloir à ce moment-là, clair et réel. James et Sophia se tournèrent vers la porte de la chambre. « Écoute ça, » dit doucement James. « Quand as-tu entendu Liam rire comme ça pour la dernière fois? Ce n'est pas la question. La question est que tu te fais manipuler par une croqueuse de diamants qui Sophia. » La voix de James était dangereusement calme. « Je te suggère de partir maintenant. James Hartley, tu as complètement perdu la tête. Elizabeth doit se retourner dans sa tombe, voyant ce que tu fais avec son fils. » La mention de sa défunte épouse le frappa comme un coup de poing. James serra les poings, luttant contre la colère qui montait en lui. « Sors de ma maison maintenant. » Sophia le fixa un moment, puis se tourna brusquement et marcha vers l'ascenseur. « Ça ne finira pas bien, James. Et quand ça arrivera, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. » Quand les portes de l'ascenseur se refermèrent, James prit une profonde inspiration et regarda vers la chambre. Emma et Liam faisaient maintenant du plaido avec quelque chose qu'elle avait sorti de son sac, discutant joyeusement des formes et des couleurs. Pour la première fois en 2 ans, la maison ressemblait à un foyer. Et pour la première fois depuis la mort d'Elizabeth, James sentit que ils allaient s'en sortir. Une semaine après la scène avec Sophia, James se retrouva à taper et effacer le même message pour la 5e fois. C'était vendredi après-midi, et il était dans son bureau, essayant d'écrire une invitation à dîner qui ne sonne ni trop formelle ni trop décontractée. « J'aimerais vous inviter à dîner en guise de remerciement pour votre travail avec Liam. » Il l'effaça. Trop professionnel. Et si on dînait demain? Trop direct. Ça pourrait être mal interprété. Liam et moi aimerions vous inviter à dîner. Pas vrai. Liam ne savait même pas pour l'invitation. Finalement, il opta pour quelque chose de simple. Emma, j'aimerais vous inviter à dîner demain à 20 h en guise de remerciement. James. Il envoya le message avant de pouvoir changer d'avis à nouveau. La réponse arriva 15 minutes plus tard. Sérieusement? Comme un vrai dîner avec des fourchettes et des couteaux et tout. D'accord, mais s'il y a plus de 3 couverts, je pars. Emma. James rit tout seul dans son bureau vide. Elle n'était décidément pas comme les autres femmes qu'il avait rencontrées. Emma se tenait devant le miroir de la salle de bain depuis 2 heures, essayant de décider si elle avait l'air ridicule ou simplement déplacée. La robe noire qu'elle avait louée dans une boutique d'occasion était correcte, mais elle se sentait comme une enfant jouant à se déguiser avec des vêtements d'adulte. Respire. Emma. Ce n'est qu'un dîner. Un dîner avec un homme qui mange probablement du caviar au petit déjeuner. Bien sûr, mais juste un dîner, murmura-t-elle à son reflet. Elle arriva à l'immeuble à 20 h pile, après avoir fait 3 fois le tour du pâté de maison pour rassembler son courage. Le portier, le même qu'auparavant, la salua avec un sourire légèrement plus chaleureux. « Bonsoir, mademoiselle Foster. Monsieur Hartley vous attend. » Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au penthouse, Emma trouva James qui l'attendait. Il avait troqué son costume formel pour une chemise bleu foncé et un pantalon décontracté. Pourtant, il parvenait à avoir l'air effortlessly, élégant d'une manière qu'elle savait qu'elle ne pourrait jamais égaler. « Bonsoir, Emma. Vous êtes magnifique. Massé. Vous aussi, vous avez l'air. » « Pas mal, » répondit-elle, regrettant immédiatement ses paroles. « Désolée, quand je suis nerveuse, je dis des choses bizarres. Et je suis très nerveuse parce que je n'ai jamais dîné dans un penthouse plus grand que le quartier où j'ai grandi. » James sourit, et elle remarqua que ses épaules se détendaient un peu. « Liam Dort. Oui, mais il a insisté pour choisir le vin. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Liam a choisi le vin? Du jus de raisin. Il a dit que c'était le vin des enfants et que ça allait avec tout. Ce garçon est un génie. »
James la conduisit à la salle à manger, où une table pour deux était dressée avec une élégance discrète. Bougies, fleurs, cristal scintillant sous la lumière douce. Romantique d'une manière qui fit sentir Emma complètement déplacée. James, c'est magnifique, mais vous n'aviez pas à faire tout ça. Je veux dire, je suis juste la personne qui souffle des bulles avec votre fils. Vous n'aviez pas besoin de tout ce rituel. Il termina pour elle, tirant sa chaise. Oui, exactement. Rituel. Ils s'assirent, et un silence légèrement gênant plana dans l'air jusqu'à ce qu'Emma décide de le briser de la seule manière qu'elle connaissait. Donc, cette table a plus de couverts qu'un hôpital. Cette petite cuillère, c'est pourquoi? De la nourriture pour poupée? James rit. C'est pour le dessert. Oh, ça a 12 cents. Et cette petite fourchette? Pour la salade, bien sûr, et moi qui pensais que c'était au cas où la nourriture essayerait de s'échapper, l'arrivée du premier plat sauva James de répondre. C'était quelque chose de sophistiqué et artistiquement arrangé qu'Emma ne pouvait identifier. Qu'est-ce que c'est? Demanda TL, le piquant doucement avec sa fourchette. Tartare de saumon avec émulsion de wasabi et micro-pouces. Emma les fixa au moment. D'accord, je vais prétendre que j'ai compris ça et le manger quand même. Elle prit une petite bouchée et fit une grimace involontaire. C'est mauvais? Demanda James, inquiet. Non, pas mauvais. C'est juste que ça a le goût de poisson cru avec du dentifrice à la menthe. James faillit s'étouffer avec son vin. Emma, vous n'êtes pas obligée de le manger si vous n'aimez pas. Non, non, désolé. Je n'ai aucun filtre. C'est juste que mes goûts sont plus basiques. Pizza, burger, pâtes, des choses qui n'ont pas besoin d'un manuel d'instruction. Note pour moi. Prochain dîner. Pizza. Prochain dîner? Emma haussa un sourcil. Confiant, n'est-ce pas? Plein d'espoir, corrigea-t-il, et quelque chose dans son ton fit bondir le cœur d'Emma. Au fil de la soirée, la conversation commença à couler plus naturellement. Emma partagea des histoires sur son enfance à Détroit, sur son arrivée à Chicago, courant après des opportunités qui n'arrivaient jamais, et son rêve d'ouvrir un jour une garderie pour les enfants de familles ouvrières. Pourquoi les enfants? Demanda James. Parce qu'ils sont honnêtes. Si un enfant ne vous aime pas, il vous le dira en face. S'ils vous aiment, ils vous font un câlin qui répare n'importe quelle mauvaise journée. Les adultes sont compliqués. Les enfants sont purs. Même ceux qui ont des luttes émotionnelles, surtout ceux-là. Ils essaient juste de comprendre un monde trop grand, trop bruyant, trop effrayant. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui comprend qu'ils ne peuvent pas toujours être forts. James l'observa et silence un moment. Vous parlez comme quelqu'un qui a été là, dedans. Emma joua avec sa serviette, évitant son regard. Tout le monde s'est senti trop petit pour le monde à un moment donné. La différence, c'est que les adultes sont meilleurs pour le cacher, et vous, pouvez-vous le cacher? Clairement pas. Elle l'hérite. Me voilà dans un pantouse à $1 million, portant une robe louée, parlant de saumon qui a le goût de dentifrice. Si ça ne montre pas tous mes défauts à la fois, je ne sais pas ce qui le fait. Peut-être que c'est exactement ce qui vous rend si rafraîchissante. Rafraîchissante, c'est un mot chic pour maladroite, non? Non, rafraîchissante comme quelqu'un qui n'a pas peur d'être réel. Le moment fut interrompu par l'arrivée du plat principal, mais l'air entre eux avait changé, ce n'était plus gênant. Cela ressemblait plus à de l'anticipation. Puis-je vous poser une question? Dit Emma, coupant dans ce qui ressemblait au steak le plus cher de l'histoire. Binzoa, pourquoi m'avez-vous vraiment invité? Et ne me donnez pas l'excuse du remerciement. Vous auriez pu envoyer un panier de fruits hors de prix ou une carte dorée. Pourquoi un dîner? James marqua une pause, la fourchette en l'air. Réponse honnête. Toujours. Parce que ces 2 dernières semaines, Liam se réveille en souriant le jeudi, sachant que vous étiez là le mercredi. Parce qu'il parle de vous pendant le petit déjeuner et demande s'il peut vous appeler quand il fait des cauchemars. Et parce que... Il marqua une pause. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré quelqu'un qui me fait rire sans essayer de m'impressionner. Emma sentit son visage s'échauffer. James. Papa. Ils se tournèrent tous les deux, surpris. Liam se tenait à l'entrée de la salle à manger, portant le tablier fleuri qu'il avait oublié dans la cuisine la semaine précédente. Il lui allait trop grand, traînant par terre, mais il le portait avec fierté. Liam, tu es censé être au lit, dit James, se levant. J'y étais, mais je me suis réveillé et j'ai vu les lumières, et j'ai senti une bonne odeur. Liam regarda Emma. Salut, Emma. Tu aimes mon tablier? Il te va super bien, champion, mais c'est un tablier de cuisine. Tu comptes faire quelque chose? Oui. Liam tapa des mains, excité. Je veux cuisiner avec toi. Tu as promis de m'apprendre à faire des cookies qui ne brûlent pas. Emma regarda James, qui semblait partager entre l'amusement et la frustration. Liam, dit James, Emma et moi sommes en train de dîner. Peut-être demain. Mais papa, elle est là maintenant, et je n'arrive pas à dormir parce que je pense aux cookies.
S'il te plaît, Liam. La voix de James portait un ton d'avertissement. C'est bon, coupa Emma, se levant. Et si on faisait comme ça? On finit le dîner rapidement et ensuite on fait des cookies. Juste une recette simple. Quelque chose qu'on peut faire avec ce qu'il y a déjà dans la cuisine. Vraiment? Les yeux de Liam s'illuminèrent. James passa une main dans ses cheveux, clairement frustré par l'interruption, mais incapable de dire non à quelque chose qui rendait son fils si heureux. D'accord, mais d'abord, retourne dans ta chambre, brosse-toi les dents, et mets ton pyjama. Et après qu'on aura fait les cookies, directement au lit. Pass the cushion. Promise. Liam partit en courant, le tablier traînant derrière lui comme une cape de super-héros. Quand ils furent à nouveau seuls, James s'affaissa sur son siège. Désolé, il était trop excité pour dormir. James, c'est rien. En fait, c'est plutôt mignon. Mignon? Il vient d'interrompre notre dîner pour demander des cookies, et alors? Emma sourit. Le dîner était super, mais faire des cookies avec Liam à 22 h un vendredi soir, c'est le genre de souvenir qui dure. James la regarda comme si elle était un puzzle qu'il ne pouvait pas tout à fait résoudre. Ça ne te dérange vraiment pas. James, j'ai passé les 2 dernières années à nettoyer des toilettes de bureau à 5 h du matin. Faire des cookies avec un enfant excité dans un bel appartement? C'est comme gagner à la loterie. Alors, il sourit, un sourire lent et sincère qui transforma complètement son visage. Tu es vraiment quelque chose, Emma Foster. Non, j'ai juste des priorités différentes. Liam revint, maintenant en pyjama, mais toujours avec le tablier. Je suis prêt. Faisons les meilleurs cookies du monde. Et alors que les trois se dirigeaient vers la cuisine, James réalisa que pour la première fois depuis très longtemps, sa maison était pleine de rire, de désordre et de vie, comme il se devait. Le lundi matin, Emma prenait son petit déjeuner quand son téléphone s'illumina de notifications. Message après message, appel après appel. Elle fronça les sourcils et le prit. Le premier message venait d'un collègue. « Emma, as-tu vu les nouvelles? Tu es sur tous les sites. » Le cœur battant, elle ouvrit son navigateur et tapa son nom. Ce qu'elle trouva la fit s'étouffer avec son café. Le PDG millionnaire surpris en train de dîner romantiquement avec une femme de ménage. Une employée Cendrillon moderne conquiert le patron milliardaire. Hartley Tech en crise. Le PDG impliqué avec un membre du personnel. Les photos étaient partout. Quelqu'un avait pris des clichés d'elle entrant dans l'immeuble de James, le samedi précédent. La photo la montrait dans la robe louée, visiblement nerveuse, avec le portier qui l'observait. Le titre le plus blessant disait « Du saut de ménage à l'hôtel ». Une stratégie parfaitement planifiée. L'estomac d'Emma se noua. Elle ouvrit rapidement ses réseaux sociaux et trouva un flot de commentaires méchants. Elle a clairement planifié ça. Qui croit aux coïncidences? Pauvre gars, il a perdu sa femme et maintenant il se fait manipuler par une croqueuse de diamants. Quelqu'un devrait lui dire que ce n'est pas un film Disney. Dans la vraie vie, Cendrillon veut juste l'argent. Pathétique. Une femme de ménage qui pense qu'elle est assez bien pour un PDG. Chaque commentaire frappait comme un coup de poing. Emma lâcha son téléphone sur la table et enfouit son visage dans ses mains. Des larmes d'humiliation et de colère lui piquaient les yeux. Le téléphone sonna. C'était James. « Emma, vas-tu bien? J'ai vu les nouvelles, et je vais bien, mentit-elle, essayant de stabiliser sa voix. Mieux que jamais. J'ai toujours rêvé d'être une blague nationale. Emma, n'écoute pas ces gens. Ils ne te connaissent pas. Mais, ils te connaissent. Ils savent combien tu vaux. Et ils savent que je ne suis personne. Tu n'es pas personne. Tu es James, arrête. S'il te plaît. » Emma prit une profonde inspiration. Je pense qu'il vaut mieux que j'arrête de venir. Liam ira bien. Il n'a pas besoin de moi. Emma, ne fais pas ça. Liam a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Non, vous avez besoin de quelqu'un qui ne finit pas dans les colonnes à potins. Quelqu'un qui ne vous embarrassera pas. Tu ne nous as jamais embarrassés. James. Savoy que se brisa. Hedoy si ayer. Prends bien soin de Liam. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit et bloqua immédiatement le numéro. C'était mieux ainsi pour tout le monde. Le mercredi suivant, Liam attendit 2 heures, assis près de la fenêtre de sa chambre, regardant la rue. « Où est Emma ?» demanda-t-il pour la 10e fois. « Elle ne peut pas venir aujourd'hui, mon grand, » répondit James, essayant de sembler désinvolte. « Maestas Markred. Elle vient toujours les mercredis. Parfois, les gens sont occupés. » Liam ne dit rien, mais James remarqua qu'il toucha à peine à son déjeuner ou à son dîner. Le jeudi, Liam se réveilla en demandant si Emma viendrait le samedi. Quand James répondit qu'il ne savait pas, le garçon retourna silencieusement dans sa chambre et ferma la porte. Le samedi, Liam refusa de sortir du lit. « Je suis malade, » marmonna-t-il, tirant la couverture sur sa tête. « Où as-tu mal ?»« Ma poitrine, mon ventre et ma tête. » James savait exactement de quoi il s'agissait. Il ressentait la même douleur. Le lundi suivant, Liam ne voulait pas aller à l'école. Le mardi, il s'effondra en pleurs à la table du dîner. Le mercredi,
James le trouva assis par terre dans sa chambre, soufflant des bulles seules, des larmes coulant sur son visage. « Liam, que se passe-t-il » ? « Emma m'a quitté, » murmura le garçon. « Comme maman l'a fait. » Les mots frappèrent James comme un couteau dans le cœur. Il s'agenouilla à côté de son fils. « Emma ne t'a pas quitté. Elle traverse juste une période difficile. Pourquoi tout le monde que j'aime part-il » James n'avait pas de réponse. Il serra simplement Liam dans ses bras, et prit une décision. Quelque chose devait changer. Le jeudi soir, James se tenait devant un petit immeuble d'appartement modeste en périphérie de Chicago. Il lui avait fallu 3 jours pour trouver l'adresse d'Emma. Et maintenant qu'il était là, il n'était pas sûr de ce qu'il allait dire. Il monta au 3e étage et frappa à la porte de l'appartement 3B. Emma ouvrit et se figea en le voyant. Elle portait un vieux t-shirt d'université et un jogging délavé. Ses cheveux étaient détachés autour de ses épaules, et elle n'était pas maquillée. James pensa qu'elle n'avait jamais été plus belle. « James, comment as-tu trouvé mon adresse ?»« J'ai mes moyens. Puis-je entrer ?» Emma hésita, puis s'écarta. L'appartement était minuscule mais chaleureux. Une pièce servait à la fois de salon et de chambre. La cuisine n'était pas plus grande qu'un placard. Des plantes remplissaient les rebords de fenêtres. Et des livres étaient éparpillés sur des étagères improvisées. « C'est petit, » dit-elle sur la défensive. « C'est chaleureux, » répondit-il, regardant autour de lui. Les murs étaient couverts de dessins d'enfants, clairement réalisés par les enfants de l'immeuble. « Tu enseignes l'art » ? De manière informelle. Pour les enfants du quartier. Rien d'officiel. James se tourna pour lui faire face. Liam ne mange pas. La poitrine d'Emma se serra. Il ira bien. Les enfants sont résilients. Il a fait une crise hier. Il a dit que tout le monde qu'il aime le quitte. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. James, tu ne comprends pas. Je suis devenu une blague. Des gens qui ne m'ont jamais rencontré parlent de ma vie, de mon caractère, de mes intentions. Ils disent que je suis une croqueuse de diamants. Que j'utilise Liam pour t'atteindre. Et tu te soucies de ce que pensent des inconnus ? Je me soucie de ce que ça te fait, à toi aussi, dit-elle, la voix montant. Liam ne mérite pas une figure maternelle qui est la risée d'un scandale. Tu ne mérites pas d'avoir ton nom traîné dans la boue à cause de moi. Emma, James s'approcha. Penses-tu vraiment que je me soucie plus de ma réputation que du bonheur de mon fils ? Tu devrais t'en soucier. Tu diriges une entreprise. Tu as des employés, des responsabilités. Et j'ai un fils qui n'a pas souri depuis une semaine. Un fils qui demande tous les jours où est son Emma. Un fils qui croit que tout le monde qu'il aime finit par le quitter. Emma couvrit son visage de ses mains. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je pensais juste que ce serait mieux comme ça. Mieux pour qui ? Pour les gens qui répandent des mensonges en ligne, ou pour nous trois qui étions heureux ensemble ? James, Emma, regarde-moi. Elle leva les yeux, croisant son regard intense. Liam a besoin de toi, et moi. Il marqua une pause. J'ai besoin de toi aussi. Tu as besoin de quelqu'un qui n'apporte pas de drame. J'ai besoin de toi exactement tel que tu es, avec ton honnêteté, ton étincelle, et la façon dont tu rends un mardi ordinaire spécial. Les larmes coulèrent enfin sur les joues d'Emma. Et s'il ne s'arrête pas ? S'il continue de parler, de juger ? Alors, qu'il parle. Les gens qui me connaissent savent déjà qui je suis. Et les gens qui comptent te rencontreront et verront ce que je vois. Que vois-tu ? James sourit, essuyant une larme sur sa joue avec son pouce. Je vois la femme qui a fait rire mon fils à nouveau, qui a ramené la vie dans ma maison, qui m'a rappelé ce que ça fait de ressentir quelque chose au-delà des responsabilités et du travail. Emma jeta un coup d'œil autour de son petit appartement, puis le regarda à nouveau. Es-tu sûr ? Parce qu'une fois que je reviens, je ne fuirai plus, peu importe ce que disent les autres. Je suis sûr. Et Liam, il n'est pas fâché contre moi. Il a fait un dessin pour toi. Il est sur son frigo depuis une semaine, attendant que tu viennes le chercher. Et Marie a traversé larmes. Alors, je suppose que je ferais mieux d'aller chercher ce dessin. Le vendredi après qu'Emma fut revenue, une fois que Liam se fut enfin endormi après un après-midi à faire des cookies et à raconter des histoires, James et Emma se retrouvèrent seuls sur le balcon du penthouse. Le ciel de Chicago était plein d'étoiles, une rareté en ville, et le silence entre eux était confortable. « Merci, » dit James, brisant le silence, « d'être revenu. » Liam était différent, distant, comme si une partie de lui avait disparu. Emma s'appuya contre la balustrade, regardant les lumières de la ville en contrebas. « Je n'aurais pas dû fuir. Pas comme ça. Liam ne méritait pas de payer pour ma peur. »« Pourquoi avais-tu si peur ?» demanda doucement James. « Des opinions, des jugements. Tu sembles toujours si forte pour moi. Si sûre de toi. » Emma laissa échapper un rire, mais sans humour. « Sûre de moi, James ? Je nettoie des toilettes pour vivre et je vis dans un appartement de la taille de ton placard. La confiance n'est pas vraiment ma spécialité. Mais avec Liam, tu es différente. Naturelle, comme si tu savais instinctivement ce dont il a besoin. » Emma resta silencieuse un long moment,
ses doigts jouant avec la manche de son manteau. J'avais un enfant, dit-elle enfin, si doucement que James l'entendit à peine. Il s'approcha mais ne dit rien, attendant. Noah. Il est né prématuré, a passé 2 mois en soins intensifs néonatales. Je passais des journées entières là, bas, à lui chanter, lui raconter des histoires, souffler des bulles sur la fenêtre quand il pleuvait. Sa voix tremblait. Le médecin disait que les bébés prématurés ont besoin de stimulation, de connexion, alors je lui parlais tout le temps, même quand il ne pouvait pas m'entendre. La poitrine de James se serra, devinant déjà la fin de l'histoire. Il est mort à 3 mois, continua Emma, les larmes coulant silencieusement. Mort subite du nourrisson. Un matin, je suis allé à son berceau, et il était paisible, comme s'il s'était juste endormi pour toujours. Emma. Son père m'a blâmé. Il a dit que je n'avais pas assez bien pris soin de lui, que peut-être si j'avais fait quelque chose différemment. Elle essuya ses larmes du revers de la main. Il m'a quitté une semaine après l'enterrement. Il a dit qu'il ne pouvait pas me regarder sans voir l'échec. James se tenait maintenant à côté d'elle, luttant contre l'envie de la prendre dans ses bras. C'est pourquoi tu comprends si bien Liam, dit-il. Tu sais ce que c'est de perdre quelqu'un qu'on aime. Je vois Noah dans chaque enfant, admit-elle, dans leur vulnérabilité, dans la façon dont ils ont besoin d'être vus, d'être compris. Quand j'ai vu Liam faire cette crise dans le hall, c'était comme si Noah était là, ayant besoin de moi. Quel âge avais-tu ? 22 ans. Ça fait 4 ans, mais on dirait hier et une éternité à la fois. James tendit enfin la main vers la sienne, entrelaçant ses doigts avec les siens. Elizabeth, la mère de Liam, est morte dans un accident de voiture, dit-il. Elle revenait d'une réunion parents-professeurs. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge, et... Il marqua une pause, prenant une profonde inspiration. Liam était à l'arrière. Emma se tourna vers lui, les yeux écarquillés. Il a tout vu, tout. Il était dans le coma pendant 3 jours. Quand il s'est réveillé, il ne parlait pas, ne pleurait pas, ne réagissait à rien. Le médecin a dit que c'était un traumatisme, qu'il lui fallait du temps, mais il a fallu plus d'1 an avant qu'il ne sourie à nouveau. C'est pourquoi il a des crises d'angoisse. Elles ont commencé quand il est retourné à l'école. Tout bruit fort, toute situation stressante, c'est comme s'il était de retour dans cette voiture. Emma serra sa main. Et toi ? Comment as-tu géré tout ça ? Je ne l'ai pas fait, dit James avec une honnêteté brute. Je me suis enterré dans le travail. J'ai engagé les meilleurs nounous, les meilleurs thérapeutes, les meilleurs médecins. Je pensais que si je pouvais tout contrôler autour de lui, il irait bien. Mais tu ne pouvais pas contrôler sa douleur. Non. Et ça me rendait fou jusqu'à ce que tu apparaisses et souffles des bulles dans mon hall. Soudain, Liam riait à nouveau. Il était présent. Et j'ai réalisé que être la solution n'était pas de tout contrôler, mais simplement d'être là. Ils restèrent assis en silence, les mains entrelacées, chacun perdu dans ses propres souvenirs douloureux et le étrange réconfort de les partager avec quelqu'un qui comprenait. Emma, dit finalement James, Liam te voit comme une figure maternelle. Tu le sais, n'est-ce pas ? Je sais, et ça me fait peur et réchauffe mon cœur en même temps. Et moi, il hésita, j'ai commencé à te voir comme plus que juste la personne qui s'occupe de mon fils. Avant qu'Emma ne puisse répondre, le téléphone de James sonna. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. C'est Charles du conseil. Je dois prendre cet appel. James, dit Charles Thompson, président du conseil d'administration de Hartley Tech, la voix tendue, nous devons parler demain matin à la 1re heure. À propos de quoi ? De tes choix personnels et de la manière dont ils affectent l'entreprise. La réunion est à 8 heures. Ne sois pas en retard. L'appel s'est terminé brusquement. James fixa le téléphone, l'expression sombre. Un problème ? Demanda Emma. Peut-être. Le conseil veut une réunion demain. Probablement à propos de nous. James, si ça va causer des problèmes pour toi. Non, il se tourna vers elle, déterminé. Nous n'allons pas repasser par là. Je ne vais pas laisser la peur ou la pression extérieure déchirer notre famille. Notre famille. James réalisa ce qu'il avait dit et lui adressa un sourire doux et honnête. Oui, notre famille. Parce que c'est ce que nous sommes, non ? Toi, moi et Liam. Une famille un peu folle, non conventionnelle, mais une famille tout de même. Le cœur d'Emma manqua un battement. Et si le conseil n'est pas d'accord ? Alors, ils devront s'y faire, parce que je ne vais pas renoncer à mon bonheur ou à celui de Liam juste pour plaire à des gens qui se souciaient plus des apparences que des vrais résultats. Cette nuit-là, alors qu'Emma rentrait dans son appartement, elle portait non seulement la douleur partagée des pertes passées, mais aussi l'espoir que elle avait enfin trouvé où elle appartenait. Et James, regardant la skyline de Chicago, savait qu'il était sur le point d'affronter la plus grande bataille de sa carrière. Mais pour la première fois depuis des années, il avait quelque chose pour lequel se battre, quelque chose de plus important que l'argent, le pouvoir ou le statut, il avait une famille.
La réunion du conseil le lendemain matin fut exactement le cauchemar que James avait prévu. Charles Thompson, assis à la tête de la longue table en acajou, ne perdit pas de temps en politesse. « James, allons droit au but. Ta situation personnelle nuit à l'image de l'entreprise. Nos investisseurs sont nerveux. Les médias en font un cirque, et franchement, nous remettons en question ton jugement. » Les 5 autres membres du conseil hochèrent la tête en silence, leurs expressions sérieuses et désapprobatrices. « Mon jugement ?» James garda une voix stable, bien que ses poings fussent serrés sous la table. « L'entreprise vient de connaître son meilleur trimestre de tous les temps. Nos produits changent le paysage de la technologie assistive. En quoi mon jugement est-il en question ? Dans le sens où tu es romantiquement impliqué avec une employée, dit Evelyn Summers, la seule femme du conseil, et pas n'importe quelle employée, une membre du personnel de ménage. Cela soulève de sérieuses préoccupations légales et éthiques. Emma ne travaille plus pour l'entreprise. Elle a démissionné la semaine dernière. Comme c'est pratique, marmonna Charles. James, sois raisonnable. Tu as des responsabilités envers l'entreprise, les actionnaires, et ta propre réputation. Cette femme n'est pas un parti convenable pour quelqu'un dans ta position. Convenable selon qui ? Selon la réalité, dit George Larson, le membre le plus âgé du conseil, tu es le PDG d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Elle nettoyait des toilettes. Ce n'est pas un préjugé. C'est du bon sens. James se leva lentement, la colère bouillonnant sous la surface. Permettez-moi d'être clair. Ma vie personnelle n'est pas à débattre dans cette salle, tant que je continue à livrer des résultats exceptionnels pour cette entreprise. Mais si ce n'est plus le cas ? Interrompit Charles. Et si cette distraction commence à affecter ta performance ? James, nous proposons une solution. Mets fin à cette relation, et tout redevient normal. Et si je refuse ? Le silence qui suivit en dit long. Alors, nous devrons envisager d'autres options, dit finalement Charles, pour le bien de l'entreprise. 2 heures plus tard, James se tenait devant l'appartement d'Emma, le cœur lourd. Elle ouvrit la porte avec un sourire qui s'évanouit dès qu'elle vit son visage. Que s'est-il passé à la réunion ? Puis-je entrer ? Ils s'assirent sur le petit canapé d'Emma, et James lui raconta tout. Chaque mot amer, chaque menace à peine voilée, chaque ultimatum déguisé en conseil. Donc, c'est tout, dit Emma quand il eut fini. Ils veulent que tu choisisses entre moi et ton entreprise. Emma, commença James. Tu n'as même pas besoin d'y réfléchir. La réponse est évidente. Elle l'est. Bien sûr qu'elle l'est, dit-elle, se levant et marchant vers la fenêtre. Tu as construit cette entreprise de toutes pièces. C'est ton héritage, ton rêve. Tu as des centaines d'employés qui comptent sur toi. Tu ne peux pas tout abandonner à cause d'eux. À cause de ça. À cause de ça. James se lève aussi. Tu parles de notre relation comme si c'était quelque chose de jetable. Ce n'est pas jetable, mais ce n'est pas non plus important que tout ce pourquoi tu as travaillé toute ta vie. Emma, tu ne comprends pas. Cette entreprise ne signifie plus rien pour moi. Si je n'ai pas toi et Liam pour partager le succès avec tu, auras toujours Liam. Liam a besoin de toi. Nous en avons, tous les deux besoin. Emma se tourna pour lui faire face, les larmes dans les yeux. Et j'ai besoin de vous deux, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais parfois, aimer quelqu'un signifie le laisser partir pour qu'il puisse être heureux. Tu penses que je serais heureux sans toi ? Avant qu'elle ne puisse répondre, un coup fort à la porte les interrompit. Emma ouvrit et sursauta en voyant Liam, essoufflé et en pleurs. Liam, mon Dieu, comment es-tu arrivé ici ? Je me suis enfui, dit-il, se jetant dans ses bras. Hélène a dit que papa était ici, et que vous alliez vous séparer pour toujours. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas te perdre aussi. Emma le serra fort, regardant James, choqué. Comment est-il venu ici tout seul ? Taxi, renifla Liam. J'ai dit au chauffeur que c'était une urgence et je lui ai donné l'adresse du bureau de papa. Liam, tu ne peux pas quitter la maison comme ça. James s'agenouilla à côté d'eux. J'étais fou d'inquiétude en te cherchant. Je suis désolé, papa, mais j'ai entendu Hélène au téléphone. Elle a dit que tu devrais choisir entre l'entreprise et Emma, et j'avais peur que tu choisisses l'entreprise. Emma et James échangèrent un regard par-dessus la tête de Liam. Et le ferais-tu ? Demanda Liam, levant les yeux vers son père avec des yeux pleins de larmes. James s'assit par terre, attirant Liam et Emma près de lui. Liam, puis-je te dire un secret ? Le garçon hocha la tête. J'ai déjà pris ma décision, et vous deux êtes plus importants que n'importe quelle entreprise au monde. James, murmura Emma. Non, laisse-moi finir, dit-il, regardant dans ses yeux. Ces derniers mois, vous deux m'avez rappelé qui je suis vraiment. Pas juste un PDG, un père, un homme qui veut construire quelque chose qui compte vraiment. Mais ton entreprise, elle, existera toujours, mais pas comme maintenant. James sourit, une nouvelle idée prenant forme dans son esprit. Emma, te souviens-tu quand tu m'as parlé de ton rêve d'ouvrir une garderie ? Oui, mais, et si on faisait quelque chose de plus grand ? Beaucoup plus grand ?
Liam regarda d'un côté à l'autre, confus mais plein d'espoir. Du quoi parles-tu? Je parle de transformer la moitié de Hartley Tech en une fondation axée sur l'inclusion émotionnelle, des centres de soutien pour les enfants traumatisés, des programmes de formation pour les éducateurs, des technologies d'assistance pour les besoins spéciaux, dit James, de plus en plus excité. Et je veux que tu la diriges. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. James, tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été plus sérieux. Emma. Toi Sundwon. Tu vois les enfants, d'une manière que la plupart des professionnels ne peuvent pas. Tu comprends la douleur, la perte, la guérison. Tu es exactement ce dont ces enfants ont besoin. Mais les investisseurs, le conseil, ils peuvent s'adapter ou s'écarter. Il est temps que Hartley Tech représente quelque chose de plus que juste le profit. Lyon commence à applaudir, et c'était. Emma va travailler avec papa. Ça veut dire que vous resterez ensemble pour toujours? Emma regarda James, voyant la conviction dans ses yeux et l'honnêteté sur son visage. Es-tu sûr? Ça va tout changer. Ta vie, ton entreprise, ta réputation. Pour le mieux, dit James, prenant ses mains. Emma Foster, veux-tu être ma partenaire dans la vie et au travail? Elle regarda Liam, qui la regardait avec espoir, puis de nouveau James. Oui, je le veux. Liam cria de joie, jetant ses bras autour d'eux. Et là, sur le sol de ce petit appartement, les trois savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que l'argent ou le statut. Ils avaient trouvé une famille et un but valant n'importe quel sacrifice. 3 semaines après l'annonce de la fondation, tout semblait aller parfaitement. Emma avait emménagé dans un appartement plus grand près de Hartley Tech et passait ses journées à travailler aux côtés de James, développant les programmes éducatifs. Liam était ravi de voir ses 2 adultes préférés travailler ensemble tous les jours. La fondation Little Star serait officiellement lancée le vendredi suivant avec une conférence de presse et un événement spécial pour les investisseurs potentiels. Emma avait travaillé sans relâche ces derniers jours, finalisant les présentations et organisant tous les documents nécessaires. Le jeudi matin, elle arriva au bureau plus tôt que d'habitude, anxieuse de revoir les derniers détails. Mais quand elle essaya de se connecter à son ordinateur, le mot de passe ne fonctionna pas. Étrange, murmura-t-elle, essayant à nouveau. Mademoiselle Foster. La voix de Charles Thompson derrière elle la fit se retourner. Il était accompagné de 2 hommes qu'elle ne reconnaissait pas. Bonjour, monsieur Thompson. Y a-t-il un problème? J'ai bien peur que oui, dit Charles, son expression sérieuse et légèrement satisfaite. Ce sont les inspecteurs Harris et Lois de la division des fraudes corporatives. Emma sentit le sang se retirer de son visage. Fraude? Je ne comprends pas, mademoiselle Foster. L'inspecteur Harris dit, nous devons vous poser quelques questions sur des irrégularités trouvées dans les documents de la Fondation. Quel genre d'irrégularités? Documents altérés, certifications falsifiées, données financières incohérentes, dit Charles. Tous portant votre signature numérique. C'est impossible. Je n'ai rien falsifié. Chaque document que j'ai préparé est authentique. Alors, comment expliquez-vous ceci? Charles lui montra un dossier rempli de papiers. Des certificats d'enseignement d'une université qui confirment que vous n'y avez jamais étudié, des références d'emploi précédents dans des entreprises qui n'existent pas. Une expérience professionnelle fabriquée. Emma feuilleta les documents avec des mains tremblantes. C'étaient bien ces dossiers, mais complètement déformés. Son cours technique avait été transformé en diplôme complet. Ses anciens emplois de nounou avaient été listés comme des postes de direction dans des institutions fictives. Je n'ai pas fait ça, dit-elle, la voix plus aiguë que d'habitude. Quelqu'un a modifié mes documents. Yann jamais sur mon parcours. Mademoiselle Foster, dit l'inspecteur Lois, vous allez devoir nous accompagner pour faire une déposition. Attendez, James apparut, accourant, visiblement alarmé. Que se passe-t-il ici? James, Charles se tourna vers lui avec une expression grave. Nous avons découvert de graves irrégularités dans les documents de la Fondation. Il semble que mademoiselle Foster ait falsifié ses références pour obtenir le poste. C'est absurde, dit James, regardant Emma, qui était pâle comme un linge. Emma, qu'est-ce que c'est? Je n'ai rien fait de tout ça, James. Quelqu'un a modifié mes dossiers. Je ne t'ai jamais menti sur qui je suis ou ce que j'ai fait. Monsieur Hartley, interrompit l'inspecteur Harris. Étiez-vous au courant des véritables qualifications de mademoiselle Foster quand vous l'avez engagée? Je connaissais tout son parcours. Elle a toujours été honnête sur son éducation. Alors, comment expliquez-vous ces documents portant sa signature numérique? James étudia les papiers, fronçant les sourcils. Il semblait vraiment être le travail d'Emma, mais il savait qu'elle ne ferait jamais une telle chose. Il y a une erreur ici, ou quelqu'un sabote délibérément ce projet. Charles s'éclaircit la gorge. James, je comprends que ce soit difficile à accepter, mais les faits sont clairs. Ces documents frauduleux compromettent toute la fondation. Nous devrons suspendre le lancement immédiatement. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous pouvons, et nous le ferons, dit fermement Charles.
Et jusqu'à ce que cela soit résolu, Mademoiselle Foster ne peut pas rester dans les locaux de l'entreprise. Emma regarda autour d'elle les visages curieux des employés qui s'étaient rassemblés pour regarder. Chuhotaments, regards Jugans. C'était comme le scandale médiatique à nouveau, mais en pire. Emma, dit James, s'approchant. Ne t'inquiète pas, nous allons régler ça. Je vais engager les meilleurs avocats, des détectives privés. James, dit Charles, posant une main sur son bras. Je te conseille vivement de te tenir à l'écart de ceci jusqu'à ce que ce soit résolu. Toute implication pourrait être interprétée comme une obstruction à la justice. Tu me dis d'abandonner Emma? Je te dis de protéger l'entreprise et toi-même. Emma croisa les yeux de James et vit le conflit en eux. Elle savait qu'il voulait l'aider, mais elle savait aussi que sa présence ne ferait qu'aggraver les choses pour lui. C'est bon, dit-elle doucement. Je vais avec les inspecteurs. Je vais clarifier ça. Emma, ne prends soin de Liam. Dis Louis. Ça va-t-il? Dis-lui que je n'ai rien fait de mal, mais que je dois réparer ça. Les inspecteurs l'escortèrent hors du bâtiment à travers le hall où tout avait commencé. Emma jeta un coup d'œil à l'endroit où elle avait rencontré Liam pour la première fois et sentit son cœur se briser. Cette nuit-là, après des heures d'interrogatoire et après que son appartement eut été fouillé de fond en comble à la recherche de preuves, Emma rentra enfin chez elle. Elle était épuisée, humiliée et désespérée. Son téléphone sonnait sans arrêt. James appelait. Mais elle ne répondait pas. Comment le pourrait-elle? Même s'il la croyait, rester dans sa vie ne lui apporterait que plus de problèmes. Vers minuit, elle s'assit à sa table de cuisine et commença à écrire une lettre. Ses larmes tachaient le papier, mais elle continua. Mon cher Liam, quand je t'ai rencontré ce jour-là dans le hall, tu étais triste et effrayé. Je voulais juste t'aider, et j'ai fini par recevoir le plus beau cadeau de ma vie. Ton amitié et ton affection. Maintenant, je dois partir pour un moment. Certaines personnes méchantes disent des choses sur moi qui ne sont pas vraies. Et tant que je n'aurai pas prouvé leurs mensonges, je ne peux pas être près de toi ou de ton papa. Mais je veux que tu saches quelque chose. Tu es l'enfant le plus spécial du monde. Tu es courageux, intelligent, drôle, et tu as le plus grand cœur que j'ai jamais connu. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Prends soin de ton papa. Il t'aime plus que tout au monde. Et souviens-toi toujours, même de loin, je serai là pour t'encourager et t'envoyer des bulles invisibles à travers le vent. Avec tout mon amour, Emma. P.S. Le dessin que tu as fait pour moi est ici avec moi. Je l'emporte partout où je vais. Elle plia la lettre, la plaça dans une enveloppe et écrivit pour Liam sur le devant. Puis elle commença à faire ses bagages. Au lever du soleil, Emma Foster avait disparu de Chicago, ne laissant derrière elle que la lettre et un cœur brisé. Et dans son pantouse, James réveilla Liam pour lui annoncer la nouvelle la plus difficile de sa vie. Emma était partie, et il ne savait pas quand elle reviendrait. 3 semaines, 21 jours depuis qu'Emma avait disparu, et James avait l'impression de vivre en pilote automatique. Il avait engagé les meilleurs détectives privés de Chicago, et il découvrit rapidement que les documents falsifiés avaient été créés à partir de l'ordinateur de Charles Thompson. Le président du conseil avait été forcé de démissionner, mais le mal était déjà fait. Emma avait disparu sans laisser de traces. Liam mangeait à peine, parlait à peine, et passait des heures assis près de la fenêtre de sa chambre, comme s'il espérait la voir marcher dans la rue en contrebas. James essayait de le réconforter, mais comment réconforter un enfant quand on est soi-même brisé? Le jeudi matin, James était en réunion virtuelle avec des investisseurs japonais quand son assistante Clara entra discrètement dans la pièce. « Monsieur Hartley, désolé de vous interrompre, mais c'est urgent. »« Clara, je suis en réunion internationale. »« Je l'ai trouvé, » dit-elle simplement. James faillit laisser tomber sa tasse de café. « Quoi? Emma. Je l'ai trouvé. Elle fait du bénévolat dans une école publique à Détroit. L'un des détectives que nous avons engagé l'a retrouvée grâce au registre de bénévolat. » James regarda l'écran où 12 cadres japonais attendaient qu'il finalise un contrat de 50 millions de dollars. « Messieurs, dit-il en anglais, puis se tourna vers Clara et ajouta en portugais, « Veuillez traduire ceci. Je dois reprogrammer notre réunion. Une urgence familiale est survenue. » « Mais monsieur Hartley, » protesta l'un des cadres, « nous travaillons sur ce contrat depuis des mois, et nous continuerons, mais pour l'instant, je ne peux pas. Merci de votre compréhension. » Il ferma l'ordinateur portable et se leva. « Clara, préparez le jet. Nous allons à Détroit maintenant. Et Liam. Liam vient avec nous, en fait. » James sourit pour la première fois depuis des semaines. « J'ai le sentiment qu'il voudra être là quand je ferai la présentation la plus importante de ma vie. » L'école élémentaire Lincoln était dans un quartier modeste de Détroit, un bâtiment en briques rouges entouré d'une cour de récréation simple mais bien entretenue. James gara la voiture de location à l'extérieur et regarda Liam sur la banquette arrière. « Prêt, champion ?» Liam tenait une petite toile enveloppée dans du papier cadeau, quelque chose qu'il avait fait au cours des dernières semaines. « Prêt, papa. Mais si elle ne veut pas nous voir ? Alors, nous continuerons d'essayer jusqu'à ce qu'elle change d'avis. »
Ils entrèrent dans l'école, suivant le son des rires d'enfants dans le couloir jusqu'à une salle de classe au bout. À travers la petite fenêtre de la porte, James vit Emma assise par terre, entourée d'une quinzaine d'enfants de différents âges. Elle les aidait à peindre, et son visage affichait une expression paisible qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Elle portait un vieux t-shirt taché de peinture, ses cheveux en un chignon désordonné, et elle souriait alors qu'une petite fille lui montrait fièrement un dessin coloré d'une maison. « C'est elle » murmura Liam, excité. James frappa doucement à la porte. Emma leva les yeux et se figea en les voyant. Ses joues rougirent, et elle se leva rapidement. « Désolé, les enfants, nous avons des visiteurs, dit-elle, essayant de garder une voix stable. « Salut, tout le monde, dit James en entrant dans la pièce. Je m'appelle James, et voici Liam. Nous sommes venus parler avec mademoiselle Emma. Est-ce que vous êtes le petit ami de mademoiselle Emma ? Demanda un garçon d'environ 7 ans, aussi direct que seuls les enfants peuvent l'être. James regarda Emma, qui semblait vouloir que le sol l'engloutisse. Eh bien, c'est compliqué, répondit-il. Oh, comme mes parents. Dit une petite fille. Ils sont compliqués aussi. Les enfants rirent, et même Emma esquissa un petit sourire. Emma, j'ai besoin de te parler, dit James, avançant au milieu de la pièce. Je veux le faire devant tout le monde parce que je veux que ces enfants soient témoins de ce que je vais dire. James, ce n'est pas nécessaire. Si, ça l'est. Il dit, s'agenouillant au centre du cercle d'enfants. Emma Foster, je suis désolé. Je suis désolé de ne pas avoir lutté plus fort pour toi. De t'avoir laissé blesser par des gens affreux. De ne pas t'avoir couru après le jour où tu es parti. Les enfants regardaient en silence, certains la bouche ouverte. Tu n'as pas à t'agenouiller, dit doucement Emma, clairement mal à l'aise. Si, je dois, parce que c'est ainsi qu'on fait une vraie excuse. Et parce que je veux que ces enfants voient comment un homme doit traiter la femme qu'il aime. Un chœur de houx résonna dans la pièce. James. Emma, j'ai découvert qui a falsifié les documents. Charles a été arrêté hier. Ton nom est complètement blanchi. La fondation t'attend. Liam t'attend, et je suis là, à genoux, à demander une seconde chance. Liam s'avança, tenant un cadeau emballé. Emma. J'ai fait ça pour toi pour montrer que nous sommes une famille. Emma prit le cadeau avec des mains tremblantes et le déballa lentement. C'était une petite toile peinte avec 3 bulles colorées flottant, une bleue, une rouge et une jaune. La bleue, c'est toi, expliqua Liam, parce que tu es calme et que tu nous fais sentir en sécurité. La rouge, c'est papa, parce qu'il est fort et courageux. Et la jaune, c'est moi, parce que tu as dit que le jaune est la couleur de la joie. Les larmes coulèrent sur les joues d'Emma alors qu'elle regardait le tableau. Et les 3 bulles sont ensemble, ajouta Liam. Parce que les bulles éclatent facilement quand elles sont seules, mais quand elles sont ensemble, elles restent fortes. Liam, la voix d'Emma se brisa. C'est magnifique. C'est parfait. Alors, vas-tu rentrer à la maison avec nous ? Demanda-t-il avec espoir. Emma regarda James, toujours à genoux, puis Liam, puis les enfants qui la regardaient avec des yeux pleins d'espoir. Je reviendrai, dit-elle enfin. Mais à une condition. N'importe quoi, dit immédiatement James. Je veux que ces enfants fassent aussi partie du projet de la fondation. Ils m'ont tellement appris sur le courage et l'espoir ces dernières semaines. Marché conclu, dit James, se levant. La première branche de Little Stars sera ici à Détroit. Les enfants éclatèrent en cris et applaudissements. Liam courut dans les bras d'Emma, et elle le souleva dans une étreinte serrée. Tu m'as manqué, murmura-t-elle à son oreille. Tu m'as manqué aussi. La maison était bien trop silencieuse sans toi. James les rejoignit, passant ses bras autour des deux. Plus jamais, murmura-t-il. Nous ne serons plus jamais séparés. Et là, dans une simple salle de classe à Détroit, entourés d'enfants joyeux, les 3 savaient qu'ils étaient enfin au bon endroit, chez eux ensemble pour de bon. 6 mois après ce jour à Détroit, la grande salle de l'hôtel Palmer House avait été transformée en une célébration colorée et vibrante. Des ballons pastels décoraient les tables, des dessins d'enfants couvraient les murs, et les rires remplissaient l'espace élégant d'une manière inédite. Le lancement officiel de la fondation Little Stars avait réuni plus de 300 invités, investisseurs, éducateurs, familles, journalistes, et surtout, 50 enfants de divers horizons, qui seraient les premiers à bénéficier du projet. En coulisses, Emma ajusta son blazer bleu marine pour la 10e fois, celui que James avait insisté pour qu'elle porte. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle repassait mentalement le discours qu'elle avait préparé. Nerveuse ? Demanda James, apparaissant à ses côtés. Terrifiée, admit-elle. Je n'ai jamais parlé devant autant de personnes importantes auparavant. Tu as déjà parlé à la personne la plus importante de toutes, dit-il, désignant Liam, qui jouait avec d'autres enfants près de la scène. Si tu as réussi à conquérir un garçon de 7 ans souffrant d'anxiété, tu peux conquérir n'importe quel public. Emma sourit, une partie de la tension s'évanouissant. Comment ça se passe là dehors ? Mieux que nous l'espérions. Le maire est là, 3 secrétaires d'État à l'éducation, et tous les grands médias couvrent l'événement. Oh,
Et le directeur de l'école de Détroit vient d'arriver avec 10 des enfants que tu as enseignés, là, bas, vraiment? Les yeux d'Emma s'illuminèrent. Ils sont vraiment venus. Ils sont tous au premier rang, portant des t-shirts qu'ils ont peints eux-mêmes avec des bulles colorées. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. James, et si j'oublie tout? Et si je me trompe? Et alors? Il posa doucement ses mains sur ses épaules, la guidant pour qu'elle le regarde dans les yeux. Emma Foster, va là, bas et parle avec ton cœur, comme tu le fais toujours, et ce sera parfait, comme tu l'es toujours. Avant qu'elle ne puisse répondre, Clara apparut avec un micro-casque. Emma. C'est l'heure. Le public attend. Emma prit une profonde inspiration, donna un rapide baiser sur la joue à James et marcha vers la scène. Lorsqu'elle monta sur la plateforme et vit tous ses yeux posés sur elle, pendant un instant, elle pensa qu'elle pourrait s'évanouir. Puis son regard trouva Liam au premier rang, lui faisant un grand pouce levé. À côté de lui, les enfants de Détroit souriaient et agitaient la main. Au deuxième rang, elle repéra des parents tenant des enfants ayant des besoins spéciaux, des enseignants qui avaient conduit pendant des heures pour être là, et des thérapeutes avec des expressions pleines d'espoir. « Bonjour », commença-t-elle, la voix encore un peu tremblante. « Je m'appelle Emma Foster. Et il y a un an, je nettoyais les toilettes dans cet hôtel même. » Un murmure parcourut l'audience. James, observant depuis un coin de la salle, sourit. Typique d'Emma, toujours commencer par une honnêteté brute. Je ne suis pas ici aujourd'hui parce que j'ai des diplômes impressionnants ou des années d'expérience en éducation spécialisée. Je suis ici parce qu'un jour, un petit garçon faisait une crise émotionnelle dans le hall d'un immeuble, et j'ai fait la seule chose que je savais faire. Je me suis assise par terre et j'ai soufflé des bulles. Les enfants dans le public gloussèrent, reconnaissant la simplicité du geste. La fondation Little Stars est née de cette expérience, de la découverte que parfois, pour aider un enfant, nous n'avons pas besoin de techniques complexes ou d'équipements coûteux, nous devons simplement être présents. Nous devons voir chaque enfant comme unique, spécial et capable. Emma jeta un coup d'œil à ses notes mais réalisa qu'elle n'en avait pas besoin. Les mots coulaient naturellement. Nos enfants, et quand je dis nos, je veux dire chaque enfant que nous rencontrons sur notre chemin, n'ont pas besoin d'être réparés. Ils ont besoin d'être compris. Ils n'ont pas besoin d'être surmédicamentés. Ils ont besoin d'être entourés d'amour. Ils n'ont pas besoin de rentrer dans un moule. Ils ont besoin d'être célébrés. La salle était devenue complètement silencieuse, chaque oreille attentive à sa voix. La fondation Little Stars reposera sur 3 piliers, des centres de soutien émotionnel dans les écoles publiques, la formation des éducateurs pour reconnaître et accueillir les différences, et le développement de technologies d'assistance abordables. Mais notre objectif principal est simple. Nous voulons que chaque enfant se sente vu, entendu et aimé. Les applaudissements commencèrent à se répandre dans la salle. J'ai perdu un enfant, continua Emma, la voix brisée mais ferme. Et pendant longtemps, j'ai pensé que je ne pourrais jamais aimer un autre enfant sans craindre de le perdre. Mais Liam Hartley m'a appris que l'amour n'est pas une question de possession ou de contrôle. C'est une question de présence. C'est être là avec des bulles de savon, si nécessaire, quand le monde semble trop grand pour un petit cœur. James essuya discrètement une larme, trop fier pour se soucier de qui le remarquait. Alors aujourd'hui, nous ne lançons pas seulement une fondation. Nous commençons une révolution discrète. Une révolution qui dit que chaque enfant compte, que chaque différence est un cadeau, que chaque petit cœur mérite un monde doux. L'ovation debout fut immédiate et retentissante. Les gens se levèrent, applaudissant, certains essuyant discrètement leurs propres larmes. Les enfants de Détroit crièrent Mademoiselle Emma. Et applaudirent avec excitation. Emma remercia tout le monde, descendit de la scène et fut immédiatement entourée de personnes voulant la féliciter, poser des questions et offrir leur soutien au projet, mais au milieu de la foule, elle vit Liam se frayer un chemin vers elle avec détermination. « Excusez-moi », dit-il poliment aux adultes autour d'elle. « J'ai besoin de parler à Emma. » La foule sourit et s'écarta, laissant passer le garçon. « Liam, as-tu entendu mon discours? » « Oui, c'était magnifique. Mais maintenant, j'ai une question très importante. Binsua. Champion. Qu'est-ce que c'est? » Liam jeta un coup d'œil autour de lui, vit qu'il avait l'attention de tous, attrapa le micro encore sur le support de la scène et grimpa sur une chaise. « Salut, tout le monde. » Sa voix résonna dans la salle. « Je m'appelle Liam Hartley, et voici Emma. » Des rires affectueux emplirent la pièce. « Il y a un an, ma maman est partie au ciel dans un accident, et j'étais vraiment triste pendant longtemps. Mais ensuite, Emma est arrivée avec ses bulles magiques et m'a appris qu'on peut être triste et heureux en même temps. » La salle devint complètement silencieuse. Liam se tourna vers l'endroit où se tenait James, puis regarda à nouveau Emma. « Papa, » dit-il dans le micro, regardant directement son père. « Puis-je l'appeler maman maintenant ?» Toute la salle sembla retenir son souffle. Emma couvrit sa bouche de ses mains, les larmes coulant librement. James marcha vers la scène, les yeux brillants d'émotion. « Liam, dit-il, prenant le micro. C'est une décision que tu dois prendre avec Emma.
Liam se tourna vers elle. Emma, veux-tu être ma maman de cœur? Emma s'agenouilla à son niveau, pouvant à peine parler à travers ses larmes. Oui, mon chéri. Ce serait le plus grand honneur de ma vie. Liam lâcha le micro et courut dans ses bras. La salle éclata en cris, applaudissements et larmes de joie. Et là, au milieu de centaines de personnes, mais avec l'impression qu'ils n'étaient que tous les trois au monde, la famille réunie par des bulles de savon et des cœurs brisés était enfin complète. 2 semaines après le lancement de la fondation, Emma examinait les derniers détails des centres de soutien lorsque James entra dans son bureau avec une expression étrange. « Emma, j'ai besoin de te montrer quelque chose, dit-il, semblant légèrement nerveux. Tout de suite, je passe en revue les contrats pour les thérapeutes de Détroit, et c'est important. Et ce sera rapide. Je te le promets. » Emma le regarda, méfiante. James l'interrompait rarement dans son travail sans une raison sérieuse. « D'accord, mais si c'est à propos du budget, je te préviens, je ne coupe pas les fournitures d'art. » « Ce n'est pas à propos du budget, dit-il avec un sourire, lui tendant la main. « Viens avec moi. » Ils traversèrent les couloirs de Hartley Tech, mais au lieu de monter aux étages exécutifs, James la conduisit vers le sous-sol. « James, où allons-nous » demanda Emma alors qu'ils descendaient les escaliers de service. « Tu verras. » Lorsqu'ils atteignirent le dernier étage, Emma reconnut l'endroit immédiatement. La réserve où elle avait travaillé pendant 3 mois avant de rencontrer Liam. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?»« Parce que c'est ici que tout a commencé, » dit James, ouvrant la porte du petit placard où elle rangeait ses fournitures de ménage. « Cette bouteille de savon à vaisselle est celle où tu as pris les bulles qui ont changé nos vies. » Emma entra dans la petite pièce, se souvenant de ses premiers jours, de l'uniforme serré, de ses mains irritées par les produits chimiques de nettoyage, de la solitude de ses matins tôt à récurer les toilettes tout en rêvant d'une vie différente. « James, c'est un peu morbide. Pourquoi veux-tu que je me souvienne de cette période ? » « Parce que je veux que tu vois jusqu'où nous sommes allés, » dit-il, fermant la porte derrière eux. « D'une femme de ménage solitaire et d'un PDG amer, nous sommes devenus une famille, et tout a commencé ici. » Emma regarda autour de la pièce, qui semblait maintenant différente. Quelqu'un l'avait décorée avec de petites lumières LED, donnant à l'espace exigu une ambiance presque magique. Sur le sol, des pétales de rose formaient un chemin jusqu'au fond de la pièce. « James, qu'est-ce que c'est » Emma Foster. Il s'approcha, les yeux brillants dans la lumière douce. « Il y a 1 an, tu m'as dit que tu n'avais pas besoin de titre. Que d'être la maman de cœur de Liam était suffisant. Et c'est vrai, dit-elle, commençant à comprendre où cela menait. Ça peut être suffisant pour toi, mais pas pour moi. » James s'agenouilla sur le sol de la petite pièce, là où elle gardait autrefois son balai et son seau. Emma couvrit sa bouche de ses mains, les larmes commençant déjà à se former. « Je veux que tout le monde sache que tu es ma femme. Je veux que Liam ait un certificat de naissance avec ton nom comme sa maman. Je veux vieillir à tes côtés et raconter à nos petits-enfants comment la femme la plus extraordinaire du monde m'a conquis avec des bulles de savon. » Il sortit une petite boîte en velours bleu de la poche de sa veste. « Emma Foster, veux-tu m'épouser ? Et avant que tu ne répondes, sache que si tu dis non, je resterai ici à genoux jusqu'à ce que tu changes d'avis. Liam m'a déjà donné la permission de camper dans cette pièce aussi longtemps qu'il faudra. » Emma regarda la boîte, puis le visage de James, puis les lumières scintillant autour d'eux. « James Hartley, dit-elle, la voix tremblante, tu es complètement fou. Qui fait une demande en mariage dans un placard à fournitures? Quelqu'un qui veut montrer à la femme qu'il aime que peu importe où nous sommes, tant que nous sommes ensemble. » C'était ridiculement romantique. Elle rit à travers ses larmes. Et je bang. La porte s'ouvrit brusquement avec un bruit fort, et quelque chose de grand et rond tenta de se faufiler par l'ouverture. « Puis-je entrer » dit une voix étouffée de l'intérieur de la chose ronde. Emma et James se regardèrent, confus. « Liam » appela James. « Oui, c'est moi, mais j'ai un petit problème technique ici. » La chose ronde passa enfin par la porte, et ils virent que c'était Liam, portant un costume de bulle géant fait de plastique gonflable transparent. Il pouvait à peine bouger à l'intérieur, et ses petits bras atteignaient à peine les côtés. « Liam » s'exclama Emma, essayant de ne pas rire. « Que fais-tu ici ? Et c'est quoi cette tenue ? » « Hélène m'a aidé à le faire, » dit-il, tournant maladroitement à l'intérieur du costume. « C'est une vraie bulle. Je pensais que ce serait cool d'arriver à la demande de papa habillé en bulle, puisque vous vous êtes rencontrés à cause des bulles. Comment savais-tu pour la demande ? » demanda James, toujours à genoux. « Clara me l'a dit. Et je voulais en faire partie. » Liam essaya de marcher mais trébucha, roulant comme une balle à travers la petite pièce. « Oups. Houston, nous avons un problème. » Emma éclata de rire, un rire sincère et chaleureux qui résonna dans la pièce. James se mit à rire aussi, regardant leur fils rouler comme une bulle humaine géante. « Liam, vas-tu bien là, dedans ?» demanda Emma, essayant de l'aider à se relever. « Je vais super bien. Un peu étourdi, mais super. Alors, Emma, vas-tu épouser papa ou pas ?
Parce que ces pétales de rose me chatouillent le nez, et je pense que je vais éternuer. Emma regarda James, toujours à genoux avec la boîte de bague en main. Puis elle regarda Liam, qui ressemblait à une bulle de savon ambulante, et réalisa que c'était exactement le genre de famille folle qu'elle avait toujours voulu. James Hartley, dit-elle, tendant sa main gauche. Oui, je vais t'épouser, mais seulement si Liam promet de porter ce costume au mariage. Vraiment? Cria Liam, essayant de sauter de joie et manquant de tomber à nouveau. Vraiment? Rit James, glissant la bague à son doigt. C'était un simple solitaire avec 3 petites pierres à côté du diamant, une bleue, une rouge et une jaune. Les 3 bulles, murmura Emma, reconnaissant la référence au tableau de Liam. Notre famille, dit James, se levant pour l'embrasser. Attendez, attendez, interrompit Liam. Culling familial d'abord. Venez ici. Ils s'approchèrent de lui, faisant de leur mieux pour enlacer la bulle gonflable géante. Liam les tira tous les deux à l'intérieur du costume, créant le câlin de groupe le plus étrange et le plus parfait de tous les temps. Maintenant, c'est officiel, dit Liam. Satisfait. Nous sommes la famille la plus folle de Chicago. 6 mois après la demande en mariage la plus inhabituelle de Chicago, le jardin de la fondation Little Stars avait été transformé en un rêve devenu réalité, pas le genre de rêve que l'on voit dans les magazines de mariage chic, mais le genre qu'un enfant de 7 ans imaginerait s'il devait planifier le mariage parfait de ses parents. Des chaises blanches étaient disposées en demi-cercle autour d'un autel simple fait d'arches de fleurs sauvages. Mais ce qui rendait tout spécial, c'étaient les touches personnelles. Des centaines de bocaux en verre pendaient aux arbres, chacun rempli d'un mélange différent pour faire des bulles. Des ballons flottaient par groupes de 3, toujours bleus, rouges et jaunes. Et au lieu de pétales dans l'allée, de petites bouteilles de bulles étaient éparpillées tout au long du chemin. James, arrête de tripoter ta cravate, dit Clara, désormais promue organisatrice officielle du mariage. Elle est parfaite. Et si elle change d'avis? Murmura-t-il, jetant un 10e regard vers la grille du jardin. Et si elle réalise qu'elle pourrait trouver mieux qu'un PDG nerveux avec un enfant qui collectionne les costumes de bulles? Papa, dit Liam, apparaissant soudain à ses côtés, portant un petit smoking et l'accessoire le plus important de la journée, une ceinture spéciale contenant 12 bouteilles différentes de mélange pour bulles. Emma ne va pas fuir. Elle l'a promis. Et Emma tient toujours ses promesses. Tu as raison, champion. Prêt à être le porteur officiel de bulles? Né prêt. Liam testa une bouteille, soufflant une bulle parfaite qui flotta au-dessus des chaises des invités. Les 100 invités formaient un mélange unique que l'on ne verrait qu'au mariage d'Emma et James. Des cadres de Hartley Tech étaient assis à côté d'enfants d'école de Détroit qui avaient voyagé juste pour être là. Hélène, la gouvernante, était assise à côté de Jack, le portier de l'immeuble d'Emma. Des familles aidées par la fondation remplissaient les premiers rangs, et certains des enfants jouaient déjà tranquillement avec les bouteilles de bulles sur la pelouse. La musique commença, pas la marche nuptiale traditionnelle, mais Somewhere Over the Rainbow, jouée par un quatuor à cordes. C'était la berceuse qu'Emma fredonnait à Liam lorsqu'il faisait des cauchemars. Tout le monde se tourna vers la grille du jardin. Et la voilà. Emma Foster descendit l'allée, portant une robe blanche en crêpe simple, longueur genou, avec des manches 3/4 et un décolleté modeste. Pas de voile, pas de longue traîne. Mais ce qui fit sourire tout le monde, ce furent ses chaussures. Des baskets blanches avec des lacets colorés peints à la main par Liam lui-même. Elle tenait un petit bouquet de marguerites blanches attachées avec des rubans bleus, rouges et jaunes. Mais ce qui se démarquait le plus, c'était le sourire éclatant sur son visage alors qu'elle avançait dans l'allée, s'arrêtant de temps en temps pour souffler des bulles à partir des bocaux le long du chemin. « Mon Dieu !» murmura une des mamans de la fondation. « Elle est magnifique et complètement elle-même », ajouta une autre, visiblement émue. James sentit ses yeux s'embuer en la regardant marcher vers lui. Ce n'était pas la robe ou le décor qui l'émouvait. C'était la manière dont Emma transformait chaque moment en quelque chose de spécial et d'authentique. Lorsqu'elle atteignit l'hôtel, Liam courut l'enlacer. « Emma, tu es vraiment venue. »« Bien sûr que je suis venu, mon chéri. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Le juge, un homme gentil qui était devenu un ami de la famille pendant le processus d'adoption de Liam, sourit à la scène. « Amis, famille, et bulles » commença-t-il, suscitant des rires parmi les invités. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer non seulement l'union de James et Emma, mais la création officielle d'une famille qui existait déjà dans leur cœur bien avant d'exister sur le papier. » Emma et James se firent face, les mains entrelacées. Liam se tenait entre eux, soufflant occasionnellement une bulle qui flottait au-dessus de leur tête. « James, dit le juge, souhaitez-vous lire vos vœux ?» James sortit un morceau de papier de sa poche, puis le replia. « Emma, dit-il, regardant directement dans ses yeux, il y a un an, j'étais un homme qui avait oublié comment sourire. Tu m'as appris que parfois, les solutions les plus simples sont les plus puissantes. Qu'une bouteille de savon à vaisselle peut contenir de la magie. Que l'amour n'est pas une question d'avoir toutes les réponses, mais d'être présent quand on ne sait pas quoi faire. » Il prit une profonde inspiration.
Je promets d'être présent les jours de bulle et les jours d'orage. Je promets d'écouter plus que de parler. Et je promets de ne jamais, jamais sous-estimer le pouvoir d'une solution simple à un problème compliqué. Emma sourit, les larmes coulant librement. James Hartley, dit-elle, la voix ferme malgré l'émotion, tu m'as donné quelque chose que je pensais avoir perdu à jamais, une famille. Liam m'a redonné la capacité d'aimer sans peur. Et tu m'as montré qu'il est possible de construire quelque chose de beau sur les ruines de cœurs brisés. Elle regarda Liam, puis James à nouveau. Je promets d'être la mère que Liam mérite et la partenaire dont tu as besoin. Je promets que notre maison aura toujours du rire, même les jours difficiles. Et je promets qu'il y aura toujours des bulles de savon dans le tiroir de la cuisine, parce que la magie peut se cacher dans les endroits les plus simples. Les alliances ? Demanda le juge. Liam s'avança solennellement, sortant deux simples anneaux en or de sa poche. Mais avant de les remettre, il souffla une bulle géante qui flotta au-dessus des mains de James et Emma. Fight soon though, murmura-t-il. Ils fermèrent tous deux les yeux un instant, puis les ouvrirent et se sourirent. Maintenant, vous pouvez les prendre, dit Liam, tendant les anneaux. Ils échangèrent les alliances alors que de petites bulles flottaient autour d'eux, soufflées par les invités qui ne pouvaient résister aux bouteilles éparpillées dans le jardin. Au nom de l'amour, de la famille et des bulles magiques, dit le juge avec un large sourire, je vous déclare maintenant mari et femme. James, vous pouvez embrasser la mariée. Au moment où James embrassa Emma, Liam courut sur le côté de l'autel et attrapa une bouteille spéciale qu'il avait cachée derrière les fleurs. C'était un mélange qu'il avait préparé lui-même avec des couleurs qui créaient d'énormes bulles irisées. Il souffla de toutes ses forces, formant une bulle de la taille d'un ballon de basket qui flotta lentement au-dessus de la tête du couple. Elle plana là un instant magique, reflétant tous les sourires autour, les couleurs du jardin et la joie de la journée, puis Liam sauta et fit éclater la bulle avec le bout de son doigt. Pop! Le son résonna dans le jardin silencieux pendant une fraction de seconde avant d'être remplacé par des rires, des applaudissements et des acclamations. Les enfants coururent chercher les bouteilles de bulles. Les adultes se levèrent pour applaudir. Et le jardin se remplit de centaines de petites bulles flottant dans toutes les directions. James et Emma s'enlacèrent, riant alors que Liam dansait autour d'eux, soufflant des bulles partout. On l'a fait. Murmura Emma à l'oreille de James. Fait quoi? On a trouvé notre foyer. James regarda autour de lui Liam rayonnant de bonheur, les invités riant et jouant avec les bulles, le jardin de la fondation qu'ils avaient construit ensemble, et la femme dans ses bras qui avait changé leur vie par un simple acte de gentillesse. Oui, dit-il, l'embrassant à nouveau alors que d'autres bulles flottaient autour d'eux. Nous avons enfin trouvé notre foyer. Et alors que le soleil se couchait sur Chicago, peignant le ciel des mêmes couleurs que les bulles de Liam, bleu, rouge et jaune, la famille, née sur le sol de marbre d'un immeuble d'entreprise, célébra non seulement un mariage, mais la découverte que le véritable amour peut éclore dans les endroits les plus inattendus.